Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marie-Vonne Cariou, militante de la RDH de Brest Métropole. Nous sommes très heureux de vous recevoir de nouveau cette année dans les locaux de l'UBO et nous remercions vivement son président pour l'avoir permis. La séance sera close tout à l'heure par une représentante de l'UBO qui viendra à la place de M. Olivard vous présenter ses vœux pour la suite de vos études. C'est bien de nouveau la défense des droits humains qui nous rassemble aujourd'hui pour cette 4e édition du concours de plaidoirie des lycées brestois. Avant de partager avec vous nos inquiétudes face aux atteintes aux droits à l'échelle du monde, je voudrais d'abord me réjouir des avancées qui ont marqué l'année. D'abord, bien sûr, l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, ce qui représente un renforcement du cadre juridique et une garantie pour ce droit humain fondamental. Nous saluons aussi l'entrée au Panthéon de Missak et Mélina Manouchian avec leurs camarades de l'Affiche Rouge, combattants étrangers de la résistance, revendiquant leurs engagements pour la France, pour l'internationalisme, contre le nazisme, contre le fascisme. À travers eux, c'est un hommage rendu à toutes les femmes, à tous les hommes qui, venus d'ailleurs, ont participé à bâtir la France d'hier et d'aujourd'hui. Partout dans le monde, les femmes ont su, par leur lutte, faire reculer les inégalités de genre. Depuis 5 ans, à la suite du mouvement MeToo, en France, comme dans de nombreux autres pays, la parole des femmes qui dénoncent les violences sexuelles, les violences sexistes dont elles ont été victimes, est enfin entendue. L'opinion publique ouvre les yeux devant une réalité trop souvent tue ou ignorée. Il n'en reste pas moins que malgré ces avancées, l'état du monde est aujourd'hui particulièrement préoccupant. Depuis 6 mois, la mort est partout à Gaza. La famine s'y est installée. L'accès aux soins de santé est rendu quasi inexistant par les conflits armés dans de nombreuses régions du monde. Les déplacements forcés de population, les détentions illégales, le viol utilisé comme arme de guerre sont d'une sinistre actualité. Le droit fondamental à la vie, à la sûreté, est bafoué par les guerres. Et en Ukraine, au Proche-Orient, comme dans toutes les guerres, les victimes civiles sont majoritaires. Le droit à l'éducation est malmené lui aussi, particulièrement pour les jeunes filles, comme en Afghanistan, où après l'âge de 12 ans, les filles se voient exclues du système scolaire. Les régimes autoritaires prospèrent et les démocraties sont mises à mal. Pas seulement sur le continent sud-américain, où la violence des narcotrafiquants gangrène la vie politique
et amène plusieurs gouvernements à s'affranchir de l'état de droit, mais aussi en Chine, en Inde, en Turquie, en Russie, bien évidemment, où des simulacres d'élections sont organisés, la presse muselée, les opposants réprimés, voire assassinés. Dans l'Union européenne, les lois homophobes de la Hongrie, le harcèlement des organisations humanitaires de sauvetage en mer par l'Italie, accroissant ainsi le nombre des victimes, nous interpellent également. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes cette année encore pour fuir les conflits, la misère, les dictatures, les conditions extrêmes du climat qui vont en s'aggravant. Et ne nous croyons pas, nous, ici, à l'abri des manquements aux droits. Nous ne sommes pas fiers de voir la France régulièrement rappelée à l'ordre par les instances nationales, européennes, mondiales de protection des droits humains. La Cour européenne des droits de l'homme a de nouveau condamné la France pour ses conditions indignes de détention. Ces conditions sont entraînées par une surpopulation carcérale toujours croissante. Condamné aussi pour l'enfermement en centre de rétention d'enfants migrants, violant ainsi leur droit à la liberté et à la sécurité. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a, lui, appelé la France à s'attaquer aux causes structurelles de cette discrimination, notamment de la part de la police. Et dans son rapport annuel, tout récent, il est sorti il y a une quinzaine de jours, je crois, la défenseure des droits de l'homme s'inquiète de la banalisation des atteintes aux droits et libertés par la restriction des libertés d'expression, de manifestation, d'association, par la fragilisation des droits fondamentaux des personnes en situation de précarité, par les délais de traitement des dossiers de titres de séjour pour les étrangers, par la situation très préoccupante des enfants nécessitant une protection. Évidemment, cette liste n'est hélas pas exhaustive. Nous nous inquiétons aussi de la banalisation des discours d'extrême droite. Les militantes, les militants de la LDH continueront inlassablement à défendre les droits humains. Car pour citer Hannah Arendt, la mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes révélateurs d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Merci.
Je voulais vous expliquer les circonstances de la création de ce concours, parce que en organisant ce concours de plaidoirie des lycéens brestois, la LDH de Brest vise plusieurs objectifs. D'abord, renforcer l'intérêt des jeunes pour les droits humains et les amener à réfléchir sur les manières de les défendre. On a pu constater que les jeunes s'intéressent énormément aux droits humains. Donc il s'agit simplement de renforcer un peu cet intérêt. Il s'agit également d'inciter les lycéens à travailler spécifiquement sur ces questions qui les intéressent, d'y travailler sur plusieurs mois avec le soutien, avec l'aide de leurs enseignants et dans un cadre scolaire. C'est ce qu'ils ont fait depuis le mois d'octobre, novembre jusqu'à aujourd'hui. Et ça me paraissait important qu'il y ait ce relatif long terme. Un autre de nos objectifs était de donner aux lycéens l'occasion de s'exprimer oralement et en public sur un sujet qui leur tient à cœur. C'est un petit peu un exercice intéressant pour nos lycéens, notamment dans le cadre peut-être de la préparation de leur baccalauréat. Et puis, dernier objectif, ou en tout cas dernier de ceux que je voudrais citer, c'est pour nous aussi l'occasion de donner à la défense des droits humains une visibilité plus importante sur Brest, notamment, puisque nous y sommes, par le biais de cette finale qui nous réunit très nombreux aujourd'hui et qui suscite l'intérêt non seulement des lycéens, de leurs professeurs, de leurs parents, mais de nous tous aujourd'hui réunis. Voilà en fait l'objectif, les objectifs de ce concours. Nous avons cette année 9 lycées inscrits. Je vais vous les citer pour qu'on sache bien de qui on parle. Nous avons d'abord le lycée Anne-Marie Jaoué, nous avons le lycée Amiral Renard, la Croix-Rouge, Dupuy-de-Laume, Charles de Foucault, l'Arteloire, le lycée Naval, le lycée Viroise et le lycée Sainte-Anne. Vous verrez qu'il n'en manque pas beaucoup. Alors, le lycée Lesven participe aussi à sa manière à ce concours, puisque les deux étudiants, les deux lycéens qui font partie du jury viennent du lycée Lesven. Voilà, donc je crois que la représentation des lycées brestoises est à peu près complète. Comment nos lycéens ont travaillé pour préparer ce concours? Eh bien, Nadine va vous l'expliquer, vous donner les grandes lignes de la manière dont les choses se sont faites. Chaque lycée a travaillé selon l'organisation qui lui convenait le mieux. Parfois, des classes entières ont été concernées, parfois des groupes d'élèves spécifiquement intéressés ont été constitués. Des militants de la LDH sont intervenus dans les lycées pour présenter notre association, expliquer nos actions en matière de défense des droits humains et exposer les objectifs et les règles du concours. Alors, cette année encore, grâce à l'aide du barreau brestois, nous avons travaillé avec une équipe d'avocats qui sont intervenus auprès des élèves pour les conseiller dans l'art oratoire et la construction d'une plaidoirie. Alors, cette aide, elle a été très précieuse, très appréciée dans les classes. Merci à eux pour cette mobilisation. Ensuite, les élèves ont travaillé pendant plusieurs mois. Et bravo à eux et à leurs enseignants pour tous les efforts fournis. Chaque lycée a organisé sa sélection interne selon des modalités fixées librement. Donc ensuite, chaque lycée présente un finaliste ou un doublon de finalistes. Ce sont eux que vous allez entendre aujourd'hui et qui seront départagés par le jury. Alors, comment va se dérouler cet après-midi? Les candidats vont attendre à l'extérieur. Victor Guillou
Le gagnant de l'année dernière va tirer au sort après chaque plaidoirie le nom du candidat suivant. Les plaidoiries doivent durer 6-8 minutes et une fiche de notes est autorisée. Les candidats seront présentés par leur nom et le titre de leur plaidoirie. Aucune mention de leur niveau de classe et de leur établissement ne sera faite. Et nous tenons à préciser que le jury ne les connaît pas non plus, afin de garder toute leur objectivité. Alors, quelle est la composition de ce jury? Oui, à moi l'honneur de présenter le jury qui, à l'issue des plaidoiries, aura la délicate mission de sélectionner les 3 meilleures plaidoiries. Le jury siégera sous la présidente de Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Isabelle Boucher-Bossard. Il est constitué de 2 élèves, donc du lycée d'Esven, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Chêne Le Parc et Lucas Cabot. Donc ils sont 2 pour représenter l'importance de la voix des lycéens. Et donc ils siégeront en toute neutralité, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, cet établissement ne présente pas de candidat cette année. L'éducation nationale est représentée par Madame Vourge, proviseure du lycée de Pont-de-Buis, et Madame Stéphane Legret, formatrice en français théâtre à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Les collectivités territoriales sont représentées par, pour la communauté de Brest, Madame Sandrine Péririn, vice-présidente de Brest Métropole en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pour la région, Madame Gladys Relot, conseillère régionale. Le tribunal judiciaire est représenté par Madame Verdier, vice-présidente du tribunal judiciaire. Enfin, la LDH est représentée par son président, Monsieur Pierre Bodenis. Merci à vous tous d'assurer cette délicate mission. Alors, les délibérations vont durer une trentaine de minutes. Pendant ce temps-là, on vous demandera d'ailleurs de sortir de la salle puisque le jury va délibérer ici. Donc, on vous demandera de sortir de la salle le temps des délibérations qui vont durer à peu près une demi-heure. Ensuite, les résultats seront annoncés avec le classement des 3 lauréats et les prix seront remis. Alors, on va devoir respecter, on a dû prendre un petit peu de retard, donc on doit bien respecter les horaires pour que la remise des prix puisse se faire à 16h30 et que vous puissiez être libérés à 17h, au plus tard 17h30. Alors, on va vous laisser écouter les candidats. Juste une petite précision, merci de ne pas manifester votre enthousiasme pendant les plaidoiries, mais de bien écouter les candidats dans un silence qui va leur permettre de donner toute la mesure de leur talent. Voilà, vous pourrez bien sûr les applaudir après chaque plaidoirie. Voilà, on pourra accueillir le premier candidat. Bonjour, je m'appelle Jaina et aujourd'hui je vais vous présenter ma plaidoirie qui s'intitule « De l'eau pour Matisse ». Mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir votre robinet et qu'il n'y ait pas d'eau qui en coule? Vous me répondrez sûrement que non, car nous sommes en France et que dans ce pays, nous avons accès à des ressources vitales. Qu'en France, nous avons des droits, comme l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'en France, des milliers de personnes, plus particulièrement des Guadeloupéens, se retrouvent sans eau pendant plusieurs jours consécutifs, et ce, régulièrement. Matisse, 7 ans, nous raconte les fermetures répétées de son école pour manque d'eau et de savon. Son témoignage nous est partagé par un article d'Enfance Jeunesse Info. Il nous dit « Je m'appelle Matisse et je rêve d'avoir de l'eau à l'école. Quand il n'y a pas d'eau, ça veut dire qu'on ne peut pas tirer la chasse de des toilettes, nettoyer les sols et faire la vaisselle. Parfois, ça attire les bêtes et l'école ferme. Ce manque d'hygiène dans les établissements a de graves conséquences, puisque des rats ont été retrouvés dans divers établissements en Guadeloupe. Oui, vous avez bien entendu, des rats dans un établissement scolaire. Je vous le demande, laisseriez-vous vos enfants étudier dans de telles conditions? J'ai l'intime conviction
qu'aujourd'hui, en France, il est inacceptable que des enfants soient privés d'éducation et exposés à de tels dangers pour des problèmes d'accès à l'eau potable. Cela a de graves conséquences sur l'apprentissage de Matisse. L'école enseigne aux enfants comment bien grandir et s'épanouir. Avec les fermetures répétées des écoles, les inégalités entre l'Hexagone et la Guadeloupe ne cessent de s'accentuer. Mais Matisse n'est pas le seul à subir les conséquences de cette crise. Le 9 octobre 2023, les députés de la Guadeloupe, les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes ont dû prendre la décision de fermer les écoles suite à une alerte sur la qualité de l'eau. Durant plusieurs jours, des centaines d'élèves ont été privés d'éducation. Lors de la réouverture des écoles, les élèves n'avaient tout de même pas accès à la restauration. Les parents devaient donc s'organiser pour trouver une solution afin d'assurer la restauration de leurs enfants. Aujourd'hui, on estime que 1,5 mois d'école est manqué par an, faute d'accès à l'eau en Guadeloupe. Cela empiète sur un autre droit tout aussi important, qui est l'accès à l'éducation. L'article 28 nous dit que chaque enfant a le droit à l'éducation et a des possibilités d'apprentissage de qualité. Aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute compris, je souhaite vous parler d'un droit fondamental du Code de l'environnement. Je vous parle du droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Depuis près de 30 ans, la Guadeloupe fait face à une crise hydrique. Et cela a de graves conséquences pour la population. Pourtant, depuis le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 64-292 qui, en son premier alinéa, dit reconnaître que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit humain essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. La Guadeloupe, un archipel des Caraïbes constitué de 7 îles, compte à ce jour près de 400 000 habitants, dont un tiers n'a pas accès à l'eau potable. La contamination de l'eau en Guadeloupe est très courante. Lorsqu'il y a de l'eau, elle n'est pas potable. Cela s'explique par le manque et la vétusté des infrastructures d'assainissement de l'eau. Les eaux propres se mélangent aux eaux usées et cela entraîne de gros problèmes de santé publique. Il y a également une mauvaise gestion de ce réseau qui entraîne une perte massive de l'eau produite. On estime cette perte à 80% de l'eau produite. Mais ce n'est pas tout. Elle est également polluée par un pesticide, le chlordécone, extrêmement toxique. Il a été reconnu cancérigène et perturbateur endocrinien. Malgré sa reconnaissance toxique, il a été utilisé durant près de 21 ans et utilisé pour la culture de bananes. Les conséquences pour la santé des enfants et potentiellement pour celle de Matisse sont importantes. Une étude a montré que ce neurotoxique affecte le développement cognitif et comportemental des enfants. On peut alors se demander qui est responsable de la gestion de l'eau en Guadeloupe et quelles sont les solutions proposées aux habitants. Eh bien, c'est le syndicat de gestion de l'eau et de l'assainissement qui s'en occupe. Mais alors pourquoi ne répare-t-il pas les infrastructures nécessaires à l'eau ? Un article du 3 novembre 2023 du site d'information Blast nous dit que l'incapacité du syndicat à financer les réparations provient d'une difficulté opérationnelle et de facturation, avec un taux d'environ 30% d'impayés en Guadeloupe. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'en 2021, le prix moyen de l'eau et de l'assainissement collectif en Guadeloupe était de 6,52 € par mètre cube, contre 4,30 € au niveau national. L'eau en bouteille est quant à elle 2 à 3 fois plus chère que dans l'Hexagone. Ces prix sont inabordables pour une grande partie de la population, dont un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté. Le syndicat de gestion de l'eau a alors mis en place des coupures d'eau tournantes, servant à répartir équitablement l'eau entre les habitants. Les habitants doivent donc faire des réserves d'eau pour maintenir une hygiène de vie convenable. Ils achètent alors des packs d'eau, une solution qui n'est que palliative, car la consommation excessive d'eau en bouteille entraîne une augmentation considérable des déchets en Guadeloupe. Vous n'êtes pas sans savoir que l'élimination des déchets se fait difficilement, et plus particulièrement sur une île. Le 5 octobre 2023, le député de la Guadeloupe, Olivier Servat, a demandé, lors de la séance de questionnement au gouvernement, la mise en place du plan Orsec, similaire à celui qui a été mis en place à Mayotte. Il demande la distribution de packs d'eau dans les zones touchées par les coupures d'eau, le blocage des prix des bouteilles à 1 € le pack de 6 bouteilles. Cela étant tout à fait possible, rappelons-le, durant la crise du Covid-19, les prix des masques et du gel hydroalcoolique avaient eux-mêmes été bloqués. La réponse du ministre des Outre-mer, Philippe Vigier, a malgré tout été non, car, je cite, « On ne peut pas comparer la situation de la Guadeloupe avec celle de Mayotte. » En attendant, des milliers de personnes souffrent de cette situation, que ce soit à Mayotte ou en Guadeloupe. Je ne pense pas que la situation en Guadeloupe doit être moins prise au sérieux
sous prétexte qu'elle est dite pire à Mayotte. À ce jour, la Guadeloupe dispose naturellement d'une ressource conséquente en eau. Le problème de cette situation est donc uniquement humaine. Elle relève principalement de la mauvaise gouvernance des opérateurs, des communes et de l'État. Les autorités, bien que continuellement alertées, ne prennent que quelques mesures palliatives, sans parvenir à mettre en place des solutions efficaces, équitables et durables. La violation du droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement entraîne la violation d'autres droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la santé, au logement, à l'éducation, à l'environnement, à un niveau de vie suffisant et au développement garanti par la Convention internationale des droits de l'homme. Il est plus que temps que des mesures durables soient mises en place pour garantir un meilleur avenir à Matisse et à tant d'autres enfants qui souffrent de cette situation. Bonjour, je m'appelle Louise Lanoué. Ma plaidoirie s'intitule « Il était une fois des femmes ». Il était une fois une jeune femme qui habitait dans un tout petit village. Une jeune femme des plus heureuses qu'on eût su voir. Sa fille en était folle et son mari plus fou encore. Un beau jour, le mari, en présence de leur fille, dit à sa femme « Je vais te tuer ». À ces mots, le plus délicatement qu'il soit, il décida de donner à sa femme un premier coup de poing, puis un deuxième, jusqu'à avoir une meilleure idée. En effet, à portée de main se trouvait de l'essence et de quoi allumer un petit feu, un feu de joie. La petite fille, devant le spectacle de son père et de sa mère, dit « Papa, arrête, laisse maman tranquille !» Les voisins, qui entendirent hurler à mort, prirent peur d'abord, et voyant que la petite était en danger, appelèrent des secours. La maman est envoyée à l'hôpital. Elle meurt 2 jours plus tard, brûlée à 92%. Ils vécurent heureux. L'un en prison, l'autre qui prit son envol vers le ciel, et boucle d'or leur petite fille, qui vit désormais quelque part entre la mort et l'incarcération. Nous étions le vendredi 22 septembre 2017. Ghislaine venait d'être tuée par son conjoint. Il était une fois 45 000. Plus de 45 000 femmes tuées par une personne proche en 2021. Il était une fois 123. 123 femmes tuées par personne proche chaque jour. Il était une fois ce monde fabuleux des féminicides décrit dans le Larousse comme un meurtre d'une jeune femme en raison de son appartenance au sexe féminin. Il était une fois des femmes de toute religion, de toute culture, âge, classe sociale, des femmes tuées parce qu'elles sont des femmes. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule pourtant que tout individu a le droit à la vie. Parmi les 123 femmes tuées par jour, 5 sont américaines. Aux États-Unis, des lois timides sont créées pour protéger les femmes du féminicide. Des campagnes de prévention et de sensibilisation sont organisées régulièrement. Mais 5 femmes américaines meurent sous les coups de leurs conjoints, ex-conjoints, chaque jour. C'est l'histoire fascinante de Dawn Wilcox. Violant déjà à plusieurs reprises avec elle, l'ogre avec qui elle partage sa vie décide un beau jour de la plaquer contre le lit et de lui murmurer « Si tu dis un seul mot, je te tue ». Plusieurs heures de calvaire commencent alors, il la frappe, l'agresse, l'insulte et la frappe, l'agresse, l'insulte, encore jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'échapper. Rescapée de cette boucle sans fin, elle déclare qu'elle a beaucoup de chance d'être encore là. Elle le sait,
Cette femme qui détient depuis 2016 une liste où elle décompte le nombre de femmes qui n'ont pas eu sa chance, souhaitant, comme elle le dit, que celle qui n'ait pas pu s'enfuir ne soit pas oubliée. En France, c'est une femme tous les 3 jours qui succombe sous les coups de son mari. Le 9 avril 2024, ce sont déjà 34 femmes qui sont mortes assassinées par conjoints et ex-conjoints. Il était une fois Feta et Catherine, 2 femmes qu'une fabuleuse histoire rapproche, l'histoire de leur assassinat. Le même jour, assassinées par un grand méchant loup à l'arme blanche, ces 2 femmes qui avaient pourtant toutes 2 déposé plainte et qui sont toutes 2 mortes. Elles font partie de ces 25 femmes à avoir porté plainte en 2021, cette année où seulement 3 ont bénéficié d'une protection. Ayons ainsi une pensée pour ces familles, pour ces enfants qui doivent porter le deuil de leur mère et le lourd fardeau imposé par leur père. Une pensée pour ces enfants qui vont devoir se reconstruire en racontant leur histoire revisitée de Barbe Bleue. Un meurtre comme celui-ci devrait-il pouvoir arriver? Une femme devrait-elle être en danger à cause d'un homme qu'elle aime? Mais des lois existent. Des lois existent, des actions sont menées. Le code pénal, la loi de juillet 2020 qui protège les victimes. Appliquons la loi du 4 août 2014 qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. Encourageons les numéros d'appel gratuits comme le 3919, numéro qui enregistre près de 600 appels par jour. Appliquons la loi de décembre 2019 qui souhaite agir contre les violences intrafamiliales. Tous ont pour but de protéger et prévenir ces féminicides. Et pourtant, ce sont encore 103 femmes qui sont mortes, tuées sous les coups de leurs conjoints et ex-conjoints en 2023. Il était une fois notre monde, un monde où la loi ne protège pas. En Tunisie, Revka Cherni meurt assassinée sous les coups de son conjoint. Après avoir déposé plainte pour violence conjugale contre lui, il lui dit « Tu retires ta plainte ou je t'égorge ». 5 balles mettront le point final à son histoire. Ici encore, la loi tunisienne numéro 58, rentrée en vigueur en 2017, avait pour rôle de protéger Revka. Retour en France. Une tous les 3 jours, 103, 34. Mesdames, messieurs, arrêtons. Arrêtons de considérer toutes ces femmes comme des statistiques et demandons-nous plutôt pourquoi ces nombres existent. Ces femmes se font tuer, brûler, frapper par leurs conjoints et l'État reste impuissant. Aujourd'hui, je me pose cette question. Peut-on vraiment tuer par amour? Le père d'une des victimes de féminicide déclare « Je sais que ça a bougé, mais ça ne va pas assez vite. » Pas assez vite? Pas assez vite car 60% des plaintes sont non poursuivables. Pas assez vite car entre le manque d'empathie et la charge de travail des enquêteurs, c'est tout l'appareil d'État qui est défaillant. En France, dans ce pays de liberté d'expression où 80% des victimes se meurent dans le silence et où certaines sont tuées sans le soutien de l'État. C'est le destin tragique de Marie-Pierre, abattue par son ex-conjoint avec un revolver sur les marches du tribunal de Montpellier le 20 février 2024. 45 123, une tous les 3 jours, 34, 42, 103, dont 57 mères, une femme enceinte, 124 orphelins. Stop. Mesdames, messieurs, chers enfants, souvenez-vous du conte de la Belle au bois dormant, celui d'une belle histoire d'amour. Dans le conte originel, cette même femme se fait violer, abuser, puis tuer. Mais cette histoire-là, personne ne la raconte. Nous retenons le baiser, une belle histoire d'amour entre une princesse et son prince charmant. Aujourd'hui, toutes ces femmes victimes de leur prince charmant ne sont-elles pas elles aussi de belles endormies? Souvenez-vous du droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Souvenons-nous de ces chiffres, de ces destins tragiques. Engageons-nous à combattre pour la dignité de ces femmes,
contre ces meurtres injustifiables. Devenons la voix de celles qui n'en ont plus. Et finissons ainsi ce chapitre de l'histoire pour que chacune puisse vivre heureuse et avoir beaucoup d'enfants. Merci beaucoup, Louise. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Éloane Kersual et ma plaidoirie s'intitule « Ne pas agir, c'est être complice ». Une enfant, une innocence volée, une enfance volée, une vie volée. Elle se souvient de descendre les escaliers, 21h passées. Elle se souvient de se diriger vers sa mère pour tout lui raconter. Aucun mot ne sortait. Selon l'article de loi 112, la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Anna était une petite fille discrète, toujours plongée dans l'innocence des contes. La première fois que c'est arrivé, elle s'en souvient très bien. Le moment de la douche. La salle de bain était étroite, seulement composée d'une baignoire et d'un lavabo. Son père s'occupa de la déshabiller. Mais un enfant de 6 ans sait se déshabiller seul, n'est-ce pas? Anna savait en tout cas. Les carreaux sur les murs étaient gris. Elle en compta 120 en tout, sur le mur de la salle de bain. Le soir même, il retourna la voir dans sa chambre, lorsque tout le monde était couché. Des nuages blancs ornent les murs violets. Ses draps sont roses et violets, avec toutes les princesses Disney imprimées dessus. Elle a 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis 9, 10, 11 ans. Car oui, mesdames et messieurs, cela dure toute son enfance. Tous les soirs, Anna va se coucher la boule au ventre. Elle a peur de fermer la porte de sa chambre, car elle sait très bien ce qui l'attend. Le méchant loup reviendra-t-il cette nuit? Sa maman sait qu'elle a peur du méchant loup. Qui parmi vous ne l'a pas craint dans Le Petit Chaperon Rouge? Et comme Charles Perrault l'a dit, les loups les plus doucereux sont souvent les plus dangereux. Seulement sa mère ne se doutait pas. Elle ne se doutait pas que le méchant loup brisait leur fille tout entière. Peut-être qu'elle savait, inconsciemment. Ou peut-être qu'il était impossible pour elle de juste imaginer une chose pareille. Elle a donc fermé les yeux, toutes ces années, à l'image de la société. Neige Sino, dans Triste Tigre, se questionne. Comment une petite fille comme ça peut-elle attirer le regard d'un homme? Qu'est-ce qu'il voit quand il la voit? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'érotique chez un petit être aux genoux croûtés, qui n'a pas encore perdu toutes ses dents, et qui peut passer 1 heure à essayer d'attraper des lézards entre les pierres chaudes de l'après-midi? L'innocence. C'est ça qu'il y a à voir, la plus pure innocence. Et ce qui attire, c'est peut-être simplement la possibilité de la détruire. Alors je vous le demande, que faire? Comment lutter? Il ne faut pas attendre de voir comment l'agresseur va agresser. Le juge Durand l'affirme, ne pas agir, c'est être complice. Anna a toujours eu l'impression d'être complice de ce crime, observant la scène comme un témoin impuissant et muet. Plus elle grandit, plus elle a l'impression de ne pas être elle. Une fois, elle lui a demandé « Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, papa ?»« Parce que je t'aime. » Voilà sa seule et unique réponse. Il l'aime plus grand que le ciel, il l'aime comme personne d'autre ne l'aime, il n'aimera qu'elle comme ça. Il est son roi, son héros. Alors elle grandit en pensant que c'est ça l'amour d'un père pour sa fille? Non, son père ne lui démontrait pas son amour. Selon l'article 222, les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant. 160 000 enfants
sont victimes d'inceste chaque année. Oui, mesdames et messieurs, 160 000 enfants. Dans une classe de 30 élèves, 3 élèves sont potentiellement victimes d'inceste. Anna a assisté à la mise à mort de la petite fille qu'elle était. Ce corps livré pendant toutes ces années à son agresseur, un corps qui n'a pas su bouger, qui n'a pas su lutter, et qui est devenu pour elle aussi un simple objet. Elle a tant voulu se punir à travers son corps, punir cette petite fille qui ne savait pas réagir. Elle l'a maltraitée, elle l'a brûlée, elle l'a mordue, elle l'a coupée, elle l'a cognée, elle l'a oubliée, elle l'a réduit au silence. C'est un secret, ma chérie, un secret entre toi et papa, répétait-il. Car dans cette famille qui tragiquement divague, chut, Anna ne doit pas faire de vagues. Le jour de ses 12 ans, toute la famille est là, les regards braqués sur elle. Son papa joue le père modèle. Comme toujours, personne ne voit. Mais ce jour-là, tout ce qu'elle a accumulé explose en sanglots. Le lendemain, elle part au commissariat, accompagnée de sa maman. C'est le premier jour du reste de sa vie. Une plainte n'est déposée que dans 1 cas sur 5. Seulement 70% des enfants sont crus lorsqu'ils parlent. Seule une victime sur 10 révèle les violences au moment des faits. Et dans 1 cas sur 5, l'interlocuteur est l'enfant responsable de son agression. À seulement 12 ans, Anna est déjà passée par le tournis, l'abandon, l'incompréhension, la solitude, la colère, l'égarement, l'étonnement, le désespoir, le refus, l'espoir, l'acceptation, le renoncement, le déni. Voilà tout ce que doit subir une victime d'inceste. Anna grandit et a bientôt 16 ans, premier petit copain. Elle se rend compte de son mal-être mais décide de le taire. Elle se laisse faire. Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que le sexe ? Qu'est-ce que le consentement ? Certains souvenirs refoulés lui reviennent parfois en pleine nuit. Voilà le prix de sa survie. Des souvenirs violents, désagréables, des sensations dégoûtantes, des pensées négatives, de la colère, de la culpabilité. Voilà le quotidien d'Anna. En effet, toutes ces sensations sont dues à l'aversion de la culpabilité et du déni qui rend peu justice aux victimes. Car oui, mesdames et messieurs, 5,4 millions d'adultes ont été violés et ou agressés sexuellement avant même d'avoir pu construire et découvrir leur sexualité. Alors le père d'Anna sera-t-il condamné ? Certains le sont, pas tous. En effet, en cas d'inceste, seule une plainte sur 10 aboutit à la condamnation de l'agresseur. Seulement 3% des agresseurs sont donc condamnés. Lorsqu'ils le sont, ce sont des peines dérisoires, comme l'estime la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. En effet, 88% des agresseurs sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme dont la durée moyenne est de 10 ans. Cependant, si on en reste aux chiffres, on refuse de voir l'image. Le juge pour enfants Édouard Durand explique très bien dans son livre le déni collectif de la société et l'impunité des agresseurs. L'ancien coprésident de la Civise dénonce la manière dont la parole des victimes est étouffée. Les enfants racontent n'importe quoi, les enfants mentent, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, je vous dis qu'on peut. Aujourd'hui, j'appelle à l'aide. Au nom d'Anna, d'Eliott, de Lola, de Jules, de Jade, d'Emma, de Chloé, de Lou. Au nom de l'enfance saccagée. Car aujourd'hui, toutes les 3 minutes en France, un enfant est agressé sexuellement. Je vous parle depuis environ 6 minutes. 2 enfants ont été agressés sexuellement. Et si la libération de la parole est une chose, sa prise en considération en est une toute autre. Alors comme l'explique la Civise, la société s'est trompée. Elle a cru qu'il était préférable de faire comme si ça n'existait pas, comme s'il était impossible qu'un homme attaque avec son sexe un enfant, quel que soit son âge. Remarquons aussi que sur les 82 préconisations de la Civise, seulement 2 ont été suivies, les moins contraignantes. Alors je vous demande, mesdames et messieurs, voulons-nous interdire ou autoriser qu'on viole un enfant ? Face à l'impunité des agresseurs, il faut plus que jamais des actes. Ça habille.
capable d'aller un peu plus vers... S'il vous plaît. Donc, avant de terminer cet après-midi, je voudrais préciser que les plaidoiries ont toutes été enregistrées, filmées, qu'un montage vidéo va être fait qui sera visible dans quelques temps sur la page Facebook de la LVH. Donc on voulait aussi remercier les techniciens. Alors avant de demander au jury de nous annoncer les résultats de son vote, nous tenons à remercier ce qui n'a pas encore été fait, la région Bretagne et la ville de Brest, qui par leur subvention nous ont permis d'accorder aux 3 lauréats des chèques. Au premier, un chèque de 300 €, au deuxième, un chèque de 200 €, au troisième, un chèque de 150 €. Nous voulons aussi remercier la librairie de Dialogue qui offre des livres et qui organisera à une date qui n'est pas encore fixée, en octobre, un moment avec les 3 lauréats. Ils pourront présenter leur plaidoirie. Ensuite, nous voulons préciser aussi que la Ligue des droits de l'homme offre à tous les candidats des places de cinéma au studio. Donc maintenant, je vais laisser la parole à la présidente du jury qui va enfin mettre fin au suspense. Alors, première chose, je voudrais féliciter tous nos jeunes là, qui ont vraiment bien travaillé. C'était très agréable. C'est la première fois que je venais à ce concours de plaidoirie et j'ai trouvé ça très très agréable. Et merci vraiment beaucoup. Je me dis, bon, d'ici quelques temps, peut-être qu'au barreau, on vous y retrouvera. Alors, je vais vous donner les résultats des délibérations du jury. Donc, le 3e prix est attribué à Jaina Kelek. Le 2e prix est attribué à Louise Lanoé. Et le 1er prix est attribué à Éloane. Maintenant, il faut qu'ils disent dans quel lycée ils sont. Oui. Voilà, vous devez dévoiler dans quel lycée vous êtes. Moi, je suis au lycée du Puy-de-Dôme. Moi, je suis au lycée Amiral Renard. Moi, je suis du lycée Naval. Je suis au lycée Sainte-Anne-Brest. Je suis à Charles de Foucault. Je suis au lycée Barceloire. Je suis au lycée Viroise. Je suis au lycée Lafrange. Madame la personne des droits de l'homme, si vous voulez bien revenir. Merci. Bravo à toutes et à Paul. Et ça a dû être très très difficile pour
pour le jury de choisir. Ça devait être très difficile pour le jury de choisir. Le choix est excellent. Il pouvait être qu'excellent de toute façon, quels que soient les candidats qui ont été retenus. Je pense qu'on a tous passé vraiment une après-midi magnifique à vous entendre, avec ce paradoxe, comme tous les ans, c'est-à-dire des sujets absolument terribles, et en même temps un talent tel qu'on passe malgré tout un moment extraordinaire avec vous. Et vraiment félicitations aussi aux enseignants qui ont coaché les élèves, parce que derrière tout ça, il y a un énorme travail, même si ça semble facile comme ça, c'est pas si évident. Alors, vous avez tous eu vos prix, je pense. Normalement, mais on a été un petit peu rapide, normalement, dans 10 minutes, la vice-présidente de l'université est attendue pour clore la session. Je ne vais pas chanter pendant 10 minutes. Donc, je pense que ça fait la deuxième année que l'UBO nous reçoit. Si c'est pas trop demandé d'attendre 10 minutes, je pense que ce serait bien. Hein, on est un petit peu en avance. On a eu un jury qui a choisi rapidement. Tous les candidats, ça s'est bien enchaîné. On prévoit toujours un petit couac technique, etc. Donc, on va peut-être, mais je suis sûre, vous avez plein de choses à vous raconter. On va peut-être attendre 10 minutes, puisque ce serait quand même sympa pour l'UBO qu'on attende et qu'on fasse 2 ou 3 photos. Et puis, merci au jury. Merci au jury. La majorité des membres est présente depuis le début. Et je trouve ça assez extraordinaire que, malgré toutes les charges qu'ils puissent avoir, que vous pouvez avoir, vous nous soyez fidèles. Merci vraiment.